Pour en revenir aux thèmes qui sont ceux de l'UMP et des centristes dans cette campagne. Bon, il y a des choses éminemment importantes, notamment les suites de la crise financière. Donc la BCE, on est d'accord, on ne va pas enfoncer les portes ouvertes, ça fait 15 ans qu'on se le dit, a besoin d'être indépendante, mais on a besoin d'avoir un gouvernement économique au niveau européen. Il y a dans les traités actuels, l'article, pour ceux qui connaissent, je crois que c'est le 111, alinéa 2 peut-être, mais alinéa je ne suis pas sûre, peut-être, alinéa 3, bon. Donc article 111, il y a les éléments fondateurs pour donner à l'Eurogroupe un embryon de légitimité pour intervenir. C'est-à-dire que les chefs d'État et de gouvernement ou leurs représentants, c'est-à-dire les ministres de l'économie et des finances, peuvent se réunir et décider en commun de coordonner leur politique de change. Ils ne l'ont jamais fait, sauf dernièrement, parce que crise exceptionnelle, Sarkozy a piqué un coup de gueule et tout le monde s'est dit oui, effectivement, c'est une bonne idée, on y va. Même si Trichet va faire la gueule. Donc, on y a été. Mais ça fait des années que c'est dans le traité, on aurait pu le faire. À partir du moment où il n'y a pas de volonté politique des chefs d'État et de gouvernement, l'Europe n'avance pas. Donc c'est pour ça, quand on dit on veut une Europe politique, c'est qu'on veut non pas transposer la politique nationale au niveau européen, ça ce serait une régression. C'est on veut faire de la politique au niveau européen avec des outils qui correspondent aux enjeux. C'est-à-dire l'enjeu d'un embryon de puissance qui fait le pendant à évidemment l'Amérique et les États-Unis, mais aussi qui ont le poids nécessaire pour parler d'égal à égal avec la Chine ou avec l'Inde. Bon. Donc ça, sur le gouvernement économique, c'est une des priorités. C'est une priorité, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut faire comme jurisprudence. Pour moi, c'est jurisprudence Giscard-Schmitt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit, entre chefs d'État, on a décidé que tous les 3 mois, les chefs d'État de l'Eurogroupe se réuniront et coordonneront leur action sur la politique de change, et bien dans les faits ça va entrer, et puis peut-être que dans les traités ça se fera, mais on n'a pas besoin de commencer à le mettre dans les traités, on peut le faire aussi, on n'a pas besoin des traités. Arrêtons de penser que les traités sont des handicaps, les traités sont là pour maintenir la construction européenne sur la distance. C'est pas quelque chose pour contraindre les gouvernants. Il ne faut pas se tromper. Bon. Donc, on évacue le gouvernement économique. Tu parlais de la défense. La défense, effectivement, c'est une priorité. Mais attention, là aussi, il faut éviter d'être trop simple, trop simpliste. La défense, c'est la fonction éminemment régalienne. Quel est l'État? Reprenons l'exemple cas d'école, la guerre du Golfe. On nous aurait dit, la Commission a décidé que le Parlement a voté pour et désormais le Conseil européen a décidé que les États européens feraient la guerre du Golfe. Est-ce que vous auriez été d'accord en tant que citoyen français? Non, on a tous manifesté, tous les peuples européens ont manifesté contre, sauf une infime minorité. Donc, à quel titre une décision prise à la majorité, même qualifiée, aurait été supérieure dans la hiérarchie des normes à une décision nationale dans ce domaine-là? Donc oui à l'Europe de la défense, oui, on a besoin de défense européenne, on a besoin de faire en sorte que, par exemple, l'approvisionnement énergétique soit protégé. On a besoin d'une Europe qui protège. Mais une Europe de la défense, une Europe de la défense très intégrée, ça pose énormément de soucis et de questions qui ne doivent pas être résolues à la majorité, même qualifiée. C'est la souveraineté de l'État-nation qui est en jeu. Donc vous devez être, en plus des gaullistes, au moins d'une tradition gaulliste, attention. Et moi, je suis du parti du ministre de la Défense, je dis halte. Et les libéraux à l'UMP.
Non, mais... Chez nous aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je suis cosmopolitique. Hein. On peut être à la fois libéral et gaulliste. Gaulienne. Bon, donc l'Europe de la défense, oui, sous certaines conditions, et peut-être plutôt des coopérations renforcées. Une sorte d'OTAN à l'européenne. Non, oui, enfin, d'OTAN à l'européenne. Alors, c'est pas parce qu'on ne va pas sortir de l'OTAN pour autant. Mais il faut réfléchir à ça. On ne peut pas non plus, on n'a plus les moyens de faire des porte-avions, donc il faut trouver des partenaires, etc. Donc tout ça c'est réfléchi, mais avec intelligence et sans se précipiter. Donc le côté, tout ce qui est trop intégré nuit. La richesse de l'Europe, c'est sa diversité. Donc, on n'est pas là pour uniformiser trop. On est là pour harmoniser. C'est-à-dire, oui, par exemple, sur l'Europe de la justice, oui, une décision de justice qui est prise à Berlin doit pouvoir être appliquée à Paris. Un gosse qui se fait kidnapper à Londres, toutes les polices doivent être Interpol, etc. C'est là pour ça. On peut aussi envisager que le statut matrimonial, si on veut vraiment des gens qui se marient dans tous les pays européens, il faut pouvoir uniformiser un régime matrimonial européen. Il y a des avancées comme ça ponctuelles qui ne changent pas fondamentalement la façon de vivre, nos façons de vivre et notre culture, notre civilisation nationale, mais qui peuvent s'articuler tout à fait avec intelligence dans une Europe, dans l'Europe de demain. Qu'est-ce que tu as encore relevé comme point, comme grand thème? Recherche et innovation. Bon, alors recherche et innovation. Recherche et innovation, c'est l'Europe de demain, forcément. Bon, et ça demande beaucoup de fonds, c'est le bon niveau. L'Europe, c'est le bon niveau. Alors, subsidiarité, oui, au niveau le plus proche des citoyens, mais aussi subsidiarité dans l'autre sens, c'est quand... c'est comme les nuages toxiques, hein. Ils ne s'arrêtent pas aux frontières. L'intelligence, c'est pareil. Donc, circulation des hommes, des capitaux, des marchandises, mais aussi du savoir. Donc, échange entre les étudiants. Erasmus, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont participé au programme, mais moi en tant que maman, je dis beaucoup de bullshit. Les étudiants passent 6 mois géniaux, par contre au niveau universitaire, c'est 6 mois de perdu. Si vous êtes dans une bonne université, vous rentrez dans votre université d'origine et vous redoublez, vous n'avez pas votre semestre, etc. Donc c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça. On veut que les étudiants s'amusent, se connaissent, etc. Mais on voudrait aussi que les diplômes soient validés. Donc on peut prendre une année sabbatique aussi pour faire un tour d'Europe. On n'est pas forcé de passer par Erasmus. Donc oui à un Erasmus, mais un Erasmus universitaire avec des vrais diplômes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les universités étrangères, c'est pas le programme bis parce que vous ne maîtrisez pas la langue, vous n'êtes pas dans les bons cours, etc. C'est les mêmes cours que l'autochtone, le même examen que l'autochtone, le même diplôme, et qui est reconnu dans votre faculté d'origine avec tout le poids que ça doit avoir. Pas 6 mois ou un an de perdu. Pensez aussi à la mise en place du brevet européen. Alors oui, le brevet, alors, aussi quand on est, les Allemands font ça très bien, quand on est apprenti, l'apprentissage européen, c'est dans le programme. Un apprentissage européen, c'est une très bonne idée. Ça existe déjà, hein, excusez-moi, mais c'est juste parce que nous, on n'a pas d'apprentissage en France qu'on croit que ça n'existe pas. Mais chez les Allemands, l'apprentissage européen, ça marche très bien. Donc, ça peut marcher aussi chez nous. Simplement, il faut revaloriser, et là, c'est pas l'Europe, c'est le niveau national, il faut revaloriser, nous, nos filières d'apprentissage.